Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble une personne qui souffre d'angoisse. Vous allez vous mettre à la place du thérapeute et vous allez, à travers la vidéo que vous allez voir, analyser la personne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos analyses, je les lirai évidemment. La personne qui a bien voulu se prêter à l'exercice est une jeune femme juste adorable qui s'appelle Alison, très intelligente. Je trouve qu'elle a une très bonne analyse d'elle-même, elle aussi. Je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Alison, j'ai 27 ans, je suis namuroise, mais je vis dans la région de Jedogne, dans le Brabant wallon, donc en Belgique. Je suis en couple depuis 3 ans et demi. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui en collaboration avec la psychothérapeute Sarah Rosenberg-Abelansky. C'est par rapport aux angoisses, voilà, aux troubles de panique, d'anxiété généralisée. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est mon quotidien à l'heure actuelle, voilà. Je vis des périodes assez compliquées et je trouvais ça intéressant en fait de partager avec beaucoup de personnes qui vivent, je pense, ce genre de choses dans le monde. Et je pense qu'on est même de plus en plus, malheureusement, à l'heure actuelle, à vivre tout ça. Nous allons donc maintenant regarder ensemble la vidéo d'Alison. Alors, elle va répondre aux questions que je lui ai demandé de répondre. Et ensemble, donc, on va analyser. Quel est le but de cette vidéo? Le but est de justement, un, analyser ce que Alison nous raconte. Deux, essayer d'en comprendre les mécanismes de notre cerveau. Et trois, trouver des solutions pour les angoisses d'Alison. On commence maintenant la vidéo. La première question, c'est est-ce que durant votre enfance, vous souffriez d'angoisse? Alors, des angoisses, non. De l'anxiété, oui. J'ai été placée quand j'avais 4 ans et demi, donc en foyer. J'ai d'abord été en accueil, famille d'accueil d'urgence quand j'étais un peu plus petite, puis j'ai été donc placée en foyer pour plus petit, donc à Ivoire, pour des abus et de la négligence, évidemment. Euh, donc je me souviens que quand j'étais petite, je me souviens pas de tout, évidemment, mais que j'avais... Alors, je stoppe là maintenant. Il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si déjà vous avez commencé à analyser vous aussi. C'est souvent ce que je dis. Il y a deux catégories de personnes qui souffrent d'angoisse. Vous allez avoir des personnes qui souffrent d'angoisse parce que justement, ils ont été trop couvrés par leurs parents. C'est-à-dire que leurs parents ne les laissaient rien faire et ils faisaient tout à leur place. Donc cela a créé chez eux des angoisses. Et puis vous allez avoir l'opposé de cette catégorie-là où des personnes ne vont pas être assez avec leurs parents pour X raisons, qui n'ont rien à voir évidemment avec eux, mais qui ont à voir avec leurs parents. Et donc, c'est ce qui va créer un manque qui va développer des angoisses. Ce que nous allons moins voir pour des personnes qui souffrent de dépression, choses. Mais les angoisses, c'est surtout ça. C'est surtout où, lorsque vous avez des gens qui souffrent d'angoisse, regardez, essayez de les mettre dans une des catégories où ce sont des personnes qui ont été trop couvrées par leurs parents, ou alors ce sont des personnes qui n'ont pas du tout été couvrées par leurs parents. Dans le cas avec Alison, nous sommes face à quelqu'un qui, hélas, n'a pas été assez avec ses parents, et sûrement pour son bien, pour sa sécurité, mais justement, peut-être que cela a développé des angoisses. Pour des abus et de la négligence, évidemment. Euh, donc je me souviens que quand j'étais petite, je me souviens pas de tout, évidemment, mais que j'avais jamais mon cerveau sur off. Donc on appelle beaucoup ça l'overthinking. Et à l'heure actuelle, je le vis toujours. Donc en fait, c'est que mes pensées, je les ressasse, donc des situations, des choses qui se passent. Donc je me fais des scénarios en tête, des trucs, que ce soit négatif, que ce soit positif. Euh, j'ai jamais mon cerveau sur pause ni sur off. Donc il y a juste quand je dors et encore, j'arrive quand même à rêver de choses, voilà. Mais je réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand je parle pas, Ok, cette partie-là, elle est super importante. Je fais une pause et ça va être un petit peu long parce que j'ai pas mal de choses à dire. Déjà en premier, c'est quoi l'overthinking? C'est le fait, oui, de ruminer un peu trop. Alors, on le fait tous, hein, on rumine tous, mais il va y avoir des personnes, d'ailleurs, intelligence, très intelligente, ça va avec, il peut avoir une certaine connexion avec l'intelligence. Et on le voit très bien, et vous le verrez dans la vidéo, c'est que Alison est une jeune femme intelligente, mais ils vont trop ruminer. Alors, qu'est-ce qui va se passer cérébralement? On pense que, parce que c'est le cerveau droit, cortex frontal, qui a tendance à avoir un peu trop de pensées négatives, on va penser que chez certaines personnes, ce côté-là
va un peu trop bien marcher et va avoir du mal à se filtrer, à gérer les pensées négatives. Donc la personne va avoir une sensation de penser sans arrêt que des choses négatives. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart des personnes qui souffrent d'angoisse ont ce souci de overthinking. Ça a plusieurs noms d'ailleurs, c'est pas le seul nom qu'on lui attribue. Et la plupart des gens qui souffrent d'angoisse ont ça. Il faut aussi savoir que la plupart des personnes qui en souffrent sont des femmes. Ensuite, ce qui nous intéresse dans ce genre de situation, c'est les solutions. Je sais qu'on n'est pas encore dans la troisième partie de quelles sont les solutions. On est plutôt là encore dans la première partie de analyser, la deuxième partie aussi de comprendre. On n'est pas encore, mais je suis obligée de parler des solutions parce que c'est bien trop important et bien trop de personnes en souffrent. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que une des solutions, c'est de la méditation. Il faut aider le cerveau à se reposer, à aller mieux, à respirer. Donc vraiment, la méditation va être très importante. Deuxièmement, ça va être aussi l'acceptation d'avoir un cerveau qui marche de cette façon-là. Il faut faire en thérapie une aide où la personne, petit à petit, accepte ce genre de fonctionnement. Troisièmement, aider la personne à trier ses pensées. C'est très important. La personne va avoir des pensées qui ruminent, mais qui ne sont pas liées à la réalité, qui sont liées à une certaine interprétation, à une over-interprétation d'une situation ou des gens. Il faut aider la personne on sépare qu'est-ce qui est du domaine du réel et qu'est-ce qui est du domaine de l'interprétation et essayer le cerveau à ne pas trop se concentrer sur l'interprétation. Quatrièmement, très étrangement, on aide aussi le patient à se donner du temps pour ruminer dans la journée. De dire, ok, dans la journée, ce que vous allez faire, c'est que 10 minutes par jour, vous allez vous laisser le temps pour justement à votre cerveau de ruminer. Et après ces 10 minutes passées, vous essayez de vous concentrer à autre chose. Cinquièmement, et qui est le dernier point et qui est très important, il faut que la personne soit occupée. Alors, je dis pas être occupé au point de ne pas avoir de vie, d'être sans arrêt. Mais par contre, il faut pousser la personne à avoir une certaine vie actif, des choses qui la passionnent, des choses qu'il aime pour que son cerveau se concentre de nouveau sur la réalité. C'était très important pour moi de parler de ça parce que la plupart des gens qui souffrent d'angoisse souffrent d'overthinking et c'est ce que apparemment Ellison souffre et ça ne veut pas dire que ça explique, seulement ça explique ses angoisses. Évidemment, on va avoir d'autres explications après, mais ça explique une grande partie. Et si vous avez des enfants, vous voyez cette vidéo, qui souffrent d'overthinking, commencez déjà à cet âge-là à les aider sur les points que je vous ai dit pour que justement adultes, ils gèrent bien cette façon à eux pour leur cerveau de fonctionner. Dans votre famille, avez-vous des parents ou des grands-parents qui souffrent d'angoisse ou d'une maladie comme la dépression? Alors, je n'ai pas connu mon grand-père parce qu'il est décédé très jeune. Euh, Ma grand-mère, ma maman, dans ma famille, à proprement parler, personne. À l'heure actuelle, j'ai 27 ans. Quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais vu vraiment personne souffrir d'angoisse, etc. Par contre, j'ai des tontons qui ont vécu des dépressions et qui ont vécu aussi des moments très difficiles. Je ne suis plus en contact avec eux à l'heure actuelle. C'est intéressant ce qu'elle nous dit. Alison, c'est quelque chose qu'on peut repérer assez souvent. C'est moi qui lui posais cette question si dans sa famille il y avait des personnes qui avaient souffert d'angoisse, mais surtout de dépression. J'ai bien exprimé le mot dépression parce que souvent des personnes dans une famille qui souffre de dépression peuvent avoir une descendance de la famille qui va après souffrir d'angoisse. Et donc ça va là avec, comme parfois des personnes qui ont une schizophrénie ou de la bipolarité font des enfants qui souffrent de TOC. Eh bien on a la même chose avec la dépression. Des personnes qui souffrent de dépression vont avoir après une descendance, la suite de personnes qui souffrent d'angoisse. C'est quelque chose qu'on repère assez souvent en psychologie. Comment se manifestent vos angoisses? Donc, des symptômes et des occasions. Alors, quand je fais une attaque de panique, des crises d'angoisse, je tremble, j'ai du mal à respirer. Alors, le plus souvent, j'ai du mal à avaler, ça c'est très fréquent. J'ai la nausée, j'ai la vision qui peut se brouiller, j'ai le fourmillement dans les oreilles, j'ai un brouillard cérébral, donc c'est comme si tout un gaz remontait dans mon cerveau. Et que je ressentais une énorme cocotte minute, une pression comme les casseroles à pression, on cuit les soupes, qui était dans mon cerveau en fait. Je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais c'est très fort. Je peux faire comme une chute de tension. Je sens que je vais tomber dans les pommes. D'ailleurs,
pour la petite anecdote, dans mon sac, j'ai toujours un sac en plastique, une petite canette de coca. Ce que veut nous dire Alison, c'est qu'elle souffre de troubles anxieux généralisés. Là, elle décrit des symptômes physiques, et elle le décrit très très bien d'ailleurs. Mais en fait, on appelle ça, lorsque ça arrive à un tel degré où c'est vraiment le physique, où on se sent mal de partout, bah, on appelle ça donc un trouble anxieux généralisé. Se manifeste souvent quand on part, donc quand je dois aller à un rendez-vous médical, quand je dois aller même juste chez le médecin, quand je dois aller des rendez-vous importants, que j'ai pas le choix d'y aller, par exemple de faire une radio ou quelque chose comme ça. Euh, Elle se manifeste quand on doit partir faire, par exemple, nous on adore tout ce qui est festival aux Pays-Bas, des festivals hardstyle, etc. En plein air ou quand c'est fermé aussi. Ça se manifeste aussi ça et je ne sais plus du tout y aller. Je ne Ça a sais. l'air sympa ça. Ce que Alison essaye de nous dire, c'est justement, vous vous rappelez souvent dans les vidéos, je parle du bouton. Le bouton de finalement, lorsque notre cerveau se met en état d'alarme, le cerveau d'Alison se met en état d'alarme lorsqu'elle sort dehors. Lorsqu'elle est à l'intérieur, j'imagine qu'elle doit quand même avoir des angoisses même lorsqu'elle est à l'intérieur, mais l'angoisse vraiment se met en état d'alarme lorsqu'elle est dehors parce que son cerveau a l'impression qu'à ce moment-là, elle est en danger. Donc évidemment, ça explique, là on est dans la compréhension, on est en dehors de l'analyse, là on comprend, ça explique la fonction de son cerveau. Des endroits où il y a trop de monde parce que sinon ça ne va pas, on est obligé de faire demi-tour. Aller chez des amis, on le fait petit à petit parce que je pense que c'est important d'essayer de sortir de sa zone de confort, hein, parce que je suis actuellement en arrêt de travail pour ça, donc je ne travaille plus pour l'instant et je suis sous médication, hein, évidemment, et suivi psychologique euh, et psychiatrique. Donc voilà, c'est pas comme si je faisais la brinque tous les jours, etc. C'est plus possible pour moi malheureusement, mais j'essaye des fois quand même de faire certaines choses. Donc Ce qu'essaye de faire Alison, c'est de se déculpabiliser. Parce que lorsqu'on souffre d'angoisse, on va avoir un sentiment qui est terrible, qui va être la culpabilité. Et on va énormément culpabiliser de ce qu'on vit et surtout que parfois les gens autour de nous ne vont pas comprendre ce qu'on vit et vont nous faire culpabiliser. Et c'est pour ça qu'elle était en train de dire, voilà, c'est pas comme si je faisais la fête tous les jours, je reste à la maison, ma vie a vraiment changé. Évidemment, on la comprend Alison, évidemment, on lui envoie énormément de soutien et cette vidéo est là, tout sauf pour juger, mais pour la comprendre. Mais, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour que les gens qui ne souffrent pas d'angoisse comprennent ce que c'est de souffrir d'angoisse et que la personne ne fait pas exprès et que la personne fait vraiment son maximum. Et évidemment, il faut bien le faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire son maximum, il faut avoir la bonne technique pour se sortir de cette situation-là. Mais elle essaye de se déculpabiliser parce que je pense que voilà, parfois, elle était face à des gens qui ne la comprenaient pas, qui avaient l'impression qu'il suffisait juste d'appuyer sur un bouton pour ne pas souffrir d'angoisse. Mais non, désolé, il ne suffit pas juste d'appuyer sur un bouton pour ne pas souffrir d'angoisse. Dans ce cas-là, tout le monde le ferait. Personne se réveille un matin en se disant « Eh tiens, si j'avais des angoisses ». Et si toutes les personnes qui souffrent d'angoisse avaient ce bouton-là, ils appuieraient sans aucune hésitation sur ce bouton-là. Donc, évidemment, il n'y a pas de jugement. Et la personne, il ne faut pas qu'elle culpabilise. Elle n'est pas responsable. Elle est responsable de son établissement, mais elle n'est pas responsable de la souffrance. quatrième question. Depuis combien de temps aujourd'hui vous en souffrez? Alors, ça a commencé au mois de mai 2022, donc c'est très récent. Sur mon lieu de travail, comme je disais, tout allait bien et d'un coup, c'est apparu et franchement, j'ai pas compris. Ça a été très compliqué parce que c'est venu crescendo. Donc au début, c'était léger, puis après, c'est devenu de pire en pire jusqu'au jour où j'ai atteint le point de non-retour et là, c'était plus possible. Donc j'étais vraiment en état de panique extrême, totale. Vraiment, j'étais au bout de ma vie et là, je me suis dit, stop, il faut vraiment faire quelque chose. C'est plus possible de vivre comme ça et d'aller travailler dans cet état-là. Euh, Alison a l'impression, comme beaucoup d'entre nous qui a pu souffrir d'angoisse, comme ça, de crise d'angoisse, que cela est apparu du jour au lendemain. C'est la sensation que son cerveau lui demande. En tout cas, lui envoie comme message. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Notre cerveau ne souffre pas d'angoisse, de crise d'angoisse du jour au lendemain. Il y a un passé derrière. Il y a une pression derrière qui se met en place.
Il y a des signes en réalité qui sont là depuis un moment et qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas forts. Et c'est juste cette impression du jour au lendemain. C'est en fait au moment où du jour au lendemain, le cerveau a vraiment dit là, stop, j'en peux plus, et donc je vais envoyer un message très violent. Oubliez pas, les angoisses, c'est un message hyper violent que notre cerveau nous envoie pour nous dire hey, je suis là, ça va pas, écoute-moi. Donc vu qu'on ne l'écoute pas, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, il décide de multiplier par 10 le message pour qu'on n'ait aucun choix de l'écouter. Et on a mis un suivi psychiatrique en place, plus un suivi psychologique par la suite. Donc d'abord, j'ai eu une équipe d'urgence qui est venue à la maison tous les jours, enfin tous les jours, une fois par semaine, pour m'aider, pour parler un peu de cette situation, de mes angoisses, etc. Euh, c'est vraiment une cellule qui m'a beaucoup aidée, qui était très positive et très gentille. D'ailleurs, je les remercie. Euh, C'était vraiment pour voir ce qu'on allait mettre en place. Donc, si un suivi psychologique avec une psy devait se faire, un internement à l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment extraordinaire l'expérience qu'elle a eue Alison avec cette aide. Pas tout le monde a une aide pareille où vraiment on s'est pris en main, où on est là, on lui explique même la différence, j'imagine, entre quelle est la différence entre aller voir un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre, et de lui offrir différentes possibilités. Je trouve ça juste extraordinaire. Vraiment, ça a dû énormément l'aider, la sauver même. Et là, parfois, c'est pas toujours mis en place, c'est-à-dire que parfois des personnes souffrent d'angoisse et ne sont pas aiguillées, aidées, et ils ont l'impression qu'ils ont perdu juste la raison. Et c'est ainsi, là vraiment, c'est une belle expérience qu'elle a eue, Alison. Apparemment, elle est vraiment tombée sur des gens hyper compétents qui ont su lui expliquer la situation et elle a su être aidée. Franchement, c'est super. Et si tout le monde était comme ça, recevait cette aide-là, je pense que ça aiderait énormément de personnes à avancer. Connaissez-vous l'origine de vos angoisses? Alors, honnêtement, non. Parce que ça a commencé au travail. Donc, moi, c'est un travail qui, à la base, ça se passe très bien. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi je vivais ça. Donc, est-ce qu'au fond, inconsciemment, le boulot me procure des angoisses auxquelles je n'avais pas avant et qui se manifestent d'un coup maintenant? Parce qu'il faut savoir que si le corps nous envoie des signaux, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, c'est un état de, il nous met en état de danger, hein, évidemment, alors que bon, il n'y a pas vraiment de danger. On le sait, les angoisses. euh, Alors, Alison a raison, hein, quand on a des angoisses, c'est pas du hasard, c'est un message de notre inconscient vers notre conscience. Il y a juste une petite chose où elle s'est trompée. En fait, elle dit, voilà, j'allais bien et j'ai eu ça au travail. Est-ce que ça voulait dire que j'avais trop de pression? Alors peut-être, je sais pas, je n'étais pas au travail, peut-être qu'elle avait trop de pression. Mais peut-être que justement, en fait, parce qu'elle allait bien, son inconscient depuis longtemps avait envie de discuter avec elle. Il avait pas mal de choses parce que Alison nous parle aussi de son passé, qu'elle a eu un passé assez difficile, il s'est passé assez de choses quand même dans sa vie. Et donc en réalité au moment où ça allait bien, au moment où elle était dans une situation au travail ça va, et le travail comme vous le savez c'est un équilibre, et bien à ce moment-là son cerveau s'est manifesté. Beaucoup de gens souffrent d'angoisse, de dépression, de crise d'angoisse au moment, en fait ça se déclenche au moment où ça va bien dans leur vie. Comme si que ça y est, le cerveau était prêt à accueillir l'information assez dure quand même à digérer parce que c'est le bon moment. Jamais votre cerveau va vous envoyer une telle information dans un état où vous êtes en mode survie, où c'est catastrophique dans votre vie. Jamais. Donc en fait, elle a bien analysé la situation, sauf qu'en fait, juste il faut qu'elle comprenne, c'est parce qu'elle allait bien que normalement, apparemment, son angoisse est venue. il nous met en état de danger, hein, évidemment, alors que bon, il n'y a pas vraiment de danger. On le sait, les angoisses, euh, on n'en meurt pas. Hein, c'est très dur à vivre et très dur à gérer quand ça nous arrive. C'est ce que je vous dis souvent dans les vidéos. Les angoisses, c'est vraiment très compliqué, c'est dur, c'est pas simple. Il faut avoir de l'empathie pour une personne qui souffre d'angoisse, évidemment. Par contre, une personne qui souffre d'angoisse doit comprendre quelque chose, c'est qu'elle n'est jamais, jamais en danger. C'est votre inconscient qui vous envoie un message. Il vous envoie un message parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il veut communiquer avec vous, parce qu'il a l'impression qu'il n'y a pas d'autre moyen de communication. Par contre, il ne vous envoie pas de message pour vous dire vrai, il ne vous envoie pas de message pour vous faire réellement du mal, gratuitement, ou pour vous mettre en danger. J'ai consommé des drogues, moi, personnellement, donc
on se demande si mon état psychologique et donc tout ce que j'ai vécu avant, en fait, les drogues n'ont peut-être pas empiré ma situation et mon cas, voilà. Euh, c'est fort possible et c'est ce que la psychiatre pense. De toute façon, je pense que oui, ça a joué un rôle, euh, pas directement, mais indirectement. Voilà. Donc, on ne sait pas trop vraiment d'où les angoisses viennent, mais en tout cas, on travaille beaucoup. Alors, surtout dans tous les cas, les drogues ne sont bonnes pour personne. Mais c'est vrai que, en plus, si vous êtes quelqu'un intelligent, que vous avez une certaine sensibilité et que vous avez eu un passé assez difficile, disons que mélanger tout ceci avec les drogues, que ce soit même de la marijuana, le mélange est vraiment catastrophique. Encore une fois, ça veut pas dire que je dis que les autres peuvent prendre de la drogue, s'ils sont moins intelligents, s'ils ont eu moins de, comment dire, un passé difficile, mais il y a un lien, il y a un vrai lien, un mélange, un cocktail vraiment très mauvais entre les drogues et un passé difficile et une intelligence, une certaine sensibilité, ça va très très mal ensemble régulièrement. Avez-vous déjà fait une thérapie psychologique pour vos angoisses? Si oui, racontez-nous comment cela s'est passé. Et là, ben, on a mis en place un système de suivi et je pense qu'il était largement temps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être discutées et c'est très important, je pense, pour moi d'avoir un suivi à l'heure actuelle parce que je ne peux plus rester comme ça. Je pense que beaucoup de choses reviennent et il faut absolument aller au fond, en fait, parce que je crois que j'avancerai pas dans ma vie si on ne va pas dans les tréfonds de l'iceberg, si je puis dire, euh, explorer tout ça, redécortiquer, peut-être parler de choses douloureuses, mais je pense que c'est très important en fait dans mon parcours futur, en fait, d'aller revoir tout ça et d'avoir cette thérapie. Ce que je disais, c'est que ce que j'aime beaucoup avec Alison, c'est elle a une très bonne analyse de son angoisse et surtout elle est vraiment mature. Elle a compris qu'il fallait qu'elle travaille là-dessus parce que en plus d'angoisse, elle parle de dépression, d'une forme aussi de dépression, c'est des angoisses assez sévères ce qu'elle a et elle comprend qu'il y a besoin vraiment d'une thérapie très profonde pour justement pouvoir aller mieux. Ce qui est juste, je tiens à préciser, ce qui n'est pas toujours le cas. Cela dépend. Il y a des personnes qui souffrent d'angoisse, mais il n'y a pas autant besoin d'une thérapie profonde. Ça dépend quel niveau d'angoisse, cela dépend de combien d'années vous avez ça, et puis cela aussi dépend de votre passé, et s'il y a d'autres symptômes comme par exemple la dépression, l'anorexie, enfin d'autres choses qui vont avec. S'il n'y a que l'angoisse et c'est assez finalement gérable, nous on peut faire des thérapies courtes, mais dans le cas d'Alison, elle est vraiment intelligente et elle est mature et elle sait très bien que elle a besoin tout simplement d'une thérapie profonde, et évidemment oui. Quand j'étais en 2017, j'ai pris du trazodone, du zolpidem et du temesta. Le zolpidem, enfin le temesta, j'ai fait une grosse réaction à ce médicament, donc je n'ai pas pu le prendre plus longtemps. Je prenais du trazodone et du zolpidem. Euh, je l'ai pris pendant un petit temps, mais j'ai pas continué. Moi, j'ai arrêté ça comme ça, voilà, c'est pas la bonne idée. Mais pour dépression aussi, pour des problèmes de dépression. Et donc, je ne les ai pas continués. Voilà, donc je n'ai pas pu voir d'effet dans le long terme, évidemment. Et ici, bah, en 2019, on m'a donné du sulpiride. J'ai dû l'arrêter parce qu'il y avait des effets secondaires avec. Euh, Pas hyper fort, hein, c'était rien de... Voilà, mais c'était gênant dans la vie du quotidien, donc on me l'a fait arrêter. Donc j'ai plus rien pris ensuite. Peut-être du trazodone que j'ai continué une fois toutes les lunes, mais c'est un médicament qui est très fort et qui te met dans un état assez fort quand tu le prends. C'est comme si tu étais bourré, défoncé et il faut que tu te couches tout de suite sinon tu tombes par terre. Et j'aimais pas du tout ce que ça me faisait, donc je l'ai arrêté. Et donc ici, on me donne du coup du Xanax. On m'a donné d'abord du Xanax. Le Xanax ne suffisait pas. Donc, on a décidé de partir sous un antidépresseur, évidemment, parce que mon cas est un peu plus profond que ça. On m'a dit que j'avais un trouble d'anxiété généralisée, un trouble de... C'est ce que je disais tout à l'heure, un trouble d'anxiété généralisée. Je tiens à, voilà, à reprendre ce qu'a dit Alison.
Déjà, les médicaments, c'est pas des bonbons. Il faut faire très attention quand on les prend. Il faut être suivi. Mais il faut être suivi au niveau thérapeutique. Apparemment, Alison en avait besoin. Pas tout le monde qui souffre d'angoisse a besoin de médicaments. Mais dans le cas d'Alison, elle en a besoin parce qu'il y a une dépression aussi derrière. Donc elle en a besoin et c'est très bien. Mais peut-être à l'époque, et je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de dire évidemment, mais peut-être qu'à l'époque où elle prenait les médicaments en 2017 qui n'ont pas marché, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y avait pas de thérapie derrière. Et automatiquement, si vous prenez des médicaments, il faut une thérapie derrière, c'est obligatoire. Alison l'a très bien compris, aujourd'hui, elle prend des médicaments qui l'aident beaucoup, plus il y a une thérapie en parallèle. Il faut, voilà, ce mélange ensemble est obligatoire. Je le dis dans mes vidéos, mais je vais le redire, allez encore, parce que c'est pas rien ces médicaments, et ils sont très bien, ils aident, vraiment ils aident, ils sauvent la vie de personnes même, mais évidemment il faut qu'il y ait une thérapie derrière, il faut qu'il y ait une aide derrière, un accompagnement, c'est pas gratuit juste de prendre ces médicaments. Voilà. Puis j'ai eu le décès de ma mamie, voilà, en 2020. Ma mamie, c'était vraiment mon pilier, c'était la femme de ma vie, c'était mon tout, c'était... Je lui dois vraiment tout. Vraiment, 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 vraiment tout. Ma mamie m'a élevée, ma mamie était toujours là. Quand j'ai quitté le foyer en 2017, non, j'ai quitté le foyer à mes 17 ans, excusez-moi, et je suis allée vivre chez ma mamie, donc jusqu'à 2019 quand je me suis mise avec mon compagnon. Donc ça a été une relation très, 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 très fusionnelle, et je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'était vraiment mon tout. Elle est malheureusement décédée en 2020, ça a été assez brutal, donc elle est décédée d'un cancer généralisé. Donc quand on l'a su, elle avait vraiment plus beaucoup de temps, donc ça s'est passé très 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 vite. Et j'en souffre beaucoup, 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 donc j'en pleure pas spécialement, mais c'est quelque chose qui m'a traumatisée, dans lequel je me suis pas remise et je pense que je m'en remettrai jamais. J'apprends juste à vivre avec. Elle me manque terriblement, donc je pense que dans l'inconscient, ça joue peut-être beaucoup aussi son absence, bien sûr. Voilà. J'ai consommé des drogues, moi, personnellement, donc on se demande si mon état psychologique est... Il y a déjà, on a une très forte pensée pour la grand-mère d'Alison. C'est très triste ce qu'elle nous raconte et c'est avec beaucoup d'empathie. Mais dans cette vidéo-là, finalement, on a pu voir toutes les explications de pourquoi Alison a souffert d'angoisse, de dépression. C'est lié évidemment à son enfance. C'est lié à peut-être, voilà, comme elle nous expliquait à un moment, des drogues qu'elle a pu prendre. C'est lié au fait de peut-être ce travail qu'elle a eu. Il y a eu beaucoup de raisons, mais une des principales raisons, et vous pouvez le voir, ça se voit dans la vidéo quand elle en parle, quand elle dit très 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 très, on sent que son inconscient, c'est pour vraiment nous dire, en fait, nous envoyer un message de, ça a été ça le déclenchement, ça a été ça ma souffrance principale, c'est finalement la perte de sa grand-mère. Et on peut la comprendre. La perte d'un proche, c'est terrible en fait. C'est juste terrible. C'est la plus grande souffrance qu'on puisse ressentir, c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Et c'est normal, on est des êtres humains et c'est pareil pour tout le monde. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que j'envoie aussi un message à toutes les personnes qui perdent des gens dans leur vie, des proches dans leur vie. Déjà, vous avez le droit d'être mal. Vous allez passer un moment de deuil, pas du tout facile. Mais surtout, je vous en supplie, soyez accompagnés. Lorsqu'on perd un proche, ce n'est pas anodin, ce n'est pas ok, on vient juste de perdre quelqu'un et puis voilà, le temps va faire son travail. Non, le temps ne va pas faire son travail. Il faut aider, il faut être aidé, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de conséquences plus tard comme de la dépression, des angoisses ou autre chose parce que en fait on sous-estime ce que ça peut être le deuil dans le cerveau d'une personne et il faut être accompagné, il faut en parler, il faut traverser les étapes parce qu'évidemment il y a plusieurs étapes dans le deuil et il faut tout ceci parce que c'est très important. J'espère que cette vidéo va pouvoir aussi aider le maximum de personnes et surtout que cela va aider que les personnes qui traversent une période de deuil ne se disent pas tiens je vais m'en sortir tout seul, le temps va faire son affaire, les gens m'ont dit ça. Non, il faut être aidé, il faut pas avoir honte d'être aidé et on le voit dans la vidéo finalement Alessandre depuis le début nous parle des différentes explications de pourquoi elle en est arrivée à un tel niveau d'angoisse généralisée en plus et il y a des bonnes raisons en dehors de ça hein. Mais on sent que quand même le décès de la grand-mère ça a dû être pour elle, c'était son équilibre, elle le dit, elle l'explique super bien en vidéo donc voilà, si cette vidéo elle peut aider c'est là-dessus je pense. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de difficile, s'il vous plaît, ne gérez pas la situation seul.
vraiment ne la gérez pas seule. Parce que ça sera compliqué après. Donc voilà, je pense que Alison en thérapie, parce qu'elle a l'air d'être très bien suivie et je suis heureuse pour elle, elle est suivie et elle doit à mon avis parler aussi de ça, de cette période, cette perte qu'elle a ressentie. Donc voilà, n'oubliez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quelle thérapie que vous n'avez jamais faite et qui vous intéresse? Alors, personnellement, hem, l'hypnothérapie, l'hypnose, oui, est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà. J'ai jamais testé parce que, bah, c'est quand même financièrement, c'est un coût, qu'il faut quand même, je pense, plusieurs séances. Mais dans mon cas, avec les traumatismes et ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, je pense que c'est une thérapie qui pourrait, m'aider et faire de l'effet. Maintenant peut-être que c'est quelque chose que je vais, tester un jour, mais pour l'instant, c'est pas. Alison a encore une fois raison. L'hypnose là, lui conviendrait énormément. Mais aussi, je tiens à préciser, l'EMDR, dans ce qu'elle a vécu par rapport au traumatisme de son enfance, elle a aussi besoin de ça pour désensibiliser des traumatismes. Donc ces deux thérapies seraient vraiment nécessaires. Là où elle a un petit peu tort, c'est par rapport au prix, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'en rend pas compte, mais l'hypnose et le MDR font en sorte que vous n'avez pas beaucoup de séances à faire. Parce que le résultat va assez rapidement. Ce qui est parfois dans une thérapie juste classique où on discute et on est écouté, moins ça. C'est-à-dire que ça va prendre un résultat incroyable, alors que un temps incroyable, alors que avec l'hypnose et le MDR, en quelques séances, vous avez un résultat que vous avez dans une thérapie simple, classique, en plusieurs années. Donc, alors oui, elle a raison, hein, il y a un prix, mais de l'autre côté aussi, des fois, il faut savoir calculer. Je tiens juste à rappeler que dans le programme 7 jours pour vos angoisses, vous avez le programme que je propose pour réduire les angoisses, vous avez de l'hypnose et vous avez de l'EMDR à un coût très 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 bas. Donc voilà, mais elle a totalement raison et ça lui conviendrait en plus de tout ce qu'elle fait en ce moment, qui a l'air d'être super et elle a l'air d'être vraiment très bien accompagnée. Pensez-vous qu'on guérit des angoisses? Expliquez. Alors, pour moi, je vais être honnête, non. Je pense qu'on ne guérit pas totalement d'un trouble de panique et d'anxiété généralisée. Je pense qu'on peut vivre avec et qu'on peut avoir un suivi et des outils pour pouvoir mieux gérer nos crises d'angoisse et retourner travailler et avoir plus ou moins une vie normale. Mais pour moi, on reste avec ça à vie. Donc on peut rechuter à tout moment. Moi, je suis sûre et persuadée que je n'en guérirai jamais vraiment et que je vais juste vivre avec et qu'il y aura des moments où ce sera plus compliqué et des moments où ce sera plus positif que d'autres. C'est vraiment mon ressenti à moi. Je ne veux. Alors, Alison, je suis d'accord avec elle. Et après, encore une fois, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que ça va dépendre le niveau d'angoisse dans lequel vous avez souffert dans votre vie. Et puis ça va dépendre aussi des thérapies qui vous sont proposées, c'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, on le voit avec le MDR et l'hypnose, quand même, cela donne des résultats où ça permet de justement vraiment sortir, alors jamais pleinement parce que en tant qu'être humain, dans tous les cas, on souffre tous d'angoisse, mais ça permet vraiment de réduire les angoisses à un niveau acceptable. Là où je suis un peu moins d'accord avec Alison, c'est les rechutes. Alors oui, il y a des rechutes, comme dans tout dans la vie, il y a des rechutes pour des gens qui souffrent de dépression, des phobies, voilà, je veux dire de tout. Par contre, les rechutes ne sont jamais aussi violents que ce qu'elle a vécu. Je vous rappelle à un moment quand elle nous parlait du travail où d'un coup elle a eu une crise d'angoisse comme ça, elle était vraiment mal. Si elle est prise en charge, si elle a une thérapie, si elle fait de l'hypnose, si elle fait de l'EMDR, la rechute, s'il y en a une, il peut en arriver, qui sera liée à un événement sûrement difficile, ne sera pas aussi violent parce que son cerveau aura acquis des outils, donc il aura appris à gérer aussi mieux ça, il sera moins surpris et il ira directement vers les solutions. Donc la rechute, elle sera pas du tout voilà, aussi violente. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez un petit peu mieux compris comment marchent les angoisses, vous avez pu vous aussi analyser un peu mieux la situation. Et je voudrais remercier Alison qui a juste été extraordinaire, sa vidéo est superbe. J'ai coupé énormément parce que entre elle et moi, ça aurait mis, je pense, la vidéo aurait duré 5 heures. Donc j'ai pas eu le choix de couper et j'ai pas eu le choix moi aussi de me couper. Enfin
Voilà, mais en tout cas, vraiment, c'est une jeune fille très intelligente qui a très bien expliqué la situation. Je pense que voilà, elle m'a fait une vidéo juste superbe et je tiens à la remercier. Et surtout qu'on lui souhaite à tous une bonne guérison, qu'elle aille mieux. Dans tous les cas, elle est intelligente et dans tous les cas, elle a envie de s'en sortir et ça se voit. Donc, je pense que ça va aller mieux. On aura peut-être de ses nouvelles par la suite, ça serait vraiment super. Mais en tout cas, je lui laisse le mot de la fin. Voilà, c'est ici que se termine le petit questionnaire et voilà, j'ai essayé d'être transparente, voilà, j'ai essayé d'être moi-même, je suis moi-même. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. J'espère que euh, vous pourrez avancer dans vos vies. Euh, J'espère que tout se passera bien pour vous tous. Tous ceux qui allaient regarder la vidéo, je vous souhaite vraiment de trouver la bonne psychologue, le bon psychiatre, la bonne médication, parce que qu'on se le dise, c'est une très 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 bonne béquille. Moi, si je dois prendre un antidépresseur toute ma vie, honnêtement, je le prendrai toute ma vie. Si je dois le diminuer, je le diminuerai. On verra comment les choses passeront. En attendant, pour l'instant, c'est une excellente béquille. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. En plus des thérapies, hein, évidemment, c'est très important de se faire suivre en même temps qu'on prenne un traitement. Voilà, c'est important d'en parler autour de soi et de ne pas avoir peur et de ne pas être gêné. C'est très compliqué à vivre et parfois pour les personnes autour de nous, c'est pas évident parce qu'ils ne vivent peut-être pas la même chose que nous. Mais avec du temps et de la patience, ils comprennent et ils voient. Donc vraiment, je vous souhaite à tous euh, de vous libérer et d'avancer. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je vous souhaite vraiment à tous et tous que le meilleur. Et voilà, c'était mon petit témoignage. J'espère que la psychothérapeute sera contente de ma petite interview. Et en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite à tous le meilleur et je vous souhaite une très, très, très bonne journée.